Bien, la première fois que j'ai entendu parler de Claude François, c'était certainement à ses débuts, dans les années 62. J'avais envisagé d'être photographe. J'avais dans une cuisine monté un petit labo de photos. Et en développant mes photos, j'entendais diffuser, ça devait être le début aussi de Salut les copains, Europe numéro 1, la chanson Belle, belle, belle. Voilà comment j'ai prêté l'oreille à cette chanson. Et puis par la suite, eh bien, le destin a voulu que je devienne son secrétaire. Je traînais à l'entrée des artistes de l'Olympia, je faisais des photos des artistes qui rentraient, qui sortaient, et par ma persévérance, à la fin j'étais accepté dans les coulisses, et j'ai fait la connaissance de Tiki, qui était à l'époque le secrétaire de Claude François, qui en avait un petit peu assez, et qui a préféré partir travailler avec Johnny Hallyday, et j'ai été contacté par la suite par la sœur de Claude François, Josette François, pour être le photographe et le secrétaire de Claude François. C'était un type qui était très très gentil quand on était tous les deux, quand on était en tête à tête, mais dès l'instant qu'il y avait une tierce personne, c'était une personne qui devenait terrible, épouvantable, qui était odieux, qui était méprisant, qui aimait humilier, qui aimait faire du mal. Voilà, donc il y a eu des côtés qui étaient quand même assez difficiles, il fallait quand même l'accepter. À l'époque, une rumeur disait que ça marchait pas très bien dans le show business pour Claude François parce que Johnny avait une Lamborghini, Claude François avait une Mustang. Donc je me souviens d'une histoire, enfin d'un événement qui m'a assez marqué, qui est agréable. Il m'avait envoyé chercher le catalogue automobile du Salon de Genève. On s'était mis à plat ventre sur la moquette, mais ce sont des images vraies, c'est pas imaginatif. Et on avait choisi une voiture. Et quand on a 17 ans, je dois quand même signaler qu'à l'époque, il me payait 150 francs par semaine. Hein. Et donc, il avait hésité, une Rolls-Royce, ça ne correspondait pas, il trouvait que c'était trop vieux pour lui. Et j'avais eu l'idée, à l'époque, la GT40 avait gagné au Mans et je l'avais conseillé de prendre la GT40. Donc le lendemain, j'avais contacté le service des ventes de chez Mustang et en bas de ses bureaux, on avait une magnifique GT40 avec un attroupement de 200 personnes autour de la voiture. Puis on avait essayé la voiture, ça ne lui avait pas convenu parce qu'il était sorti le costume froissé. En fait, c'était une version course mais qui était aménagée pour la ville avec des sièges baquets, des choses comme ça. Et puis son choix s'était porté sur une Maserati Ghibli. Alors il en était très fier parce qu'à l'époque il y en avait 3 au monde. Il y avait un cheikh arabe qui avait eu un accident, il n'en restait plus que 2. Et donc il était très fier de sa voiture. Et il était à ce niveau, pour la presse, il était l'égal de Johnny. Voilà. Mais tout ça, il n'était pas tellement attaché par ses côtés matériels. C'était toujours dans un but professionnel. Lui, souvent, on prenait une 404 break des musiciens, ou on prenait, à l'époque, j'avais une petite Austin pour se déplacer dans Paris, mais c'était uniquement... la voiture, c'était dans un but professionnel, c'était pas dans une autre chose. Bah, oui, j'ai eu plusieurs accidents. J'en ai eu un très grave. J'en ai eu plusieurs. J'ai écouté quand même une Mustang, une pompe à essence, une Dauphine, un camion militaire. Après, j'ai eu un autre accident. On m'avait livré un jour. Il faisait une émission de télévision à l'ORTF, à la Maison de la Radio. Et pendant qu'il chantait, j'avais réceptionné un break américain. Et il m'avait dit, va chercher la voiture. Puis bon, j'étais le secrétaire de Claude, donc je frimais un petit peu vis-à-vis des femmes, des fans qui m'appelaient Christian et ça. Et j'ai voulu faire le beau avec la voiture. J'ai reculé et j'ai défoncé la voiture sur une bite en béton devant. Et le lendemain, on avait un gala en Belgique. Alors il conduisait sa voiture avec les Ray-Ban. C'est un type qui était très très méticuleux, qui respectait le rodage et tout ça. Alors j'étais avec son beau-frère et puis il conduisait et puis il disait putain c'est la classe cette voiture, mais alors qu'est-ce que ça bouffe, qu'est-ce que ça consomme et tout ça. Et je voulais pas lui avouer qu'en fait on devait avoir une énorme fuite après le réservoir. Et voilà, c'était toujours des anecdotes, des choses comme ça, mais ces voitures, j'en ai eu des tas. Un jour, il avait une Shelby Cobra qui avait 2 prises d'air sur le côté. Et puis j'avais, à force de vivre avec lui, j'étais devenu un petit peu, j'avais pris toutes ces
ses tics, ses manies. Alors il m'attendait dans la voiture avec ses musiciens, je devais récupérer la voiture dans un garage qui était stationné. Et le garagiste, il devait être 2 heures du matin, ne voulait pas m'ouvrir à fond les portes coulissantes. Je suis monté dans la voiture, j'ai fait hurler le moteur, j'ai démarré à fond, mais je n'avais pas pensé que ces grosses prises d'air sortaient de la voiture. Et je suis sorti à fond et j'ai arraché tous les 2 côtés de la voiture. Et je voyais l'autre qui gesticulait dans le... Ben, ça, des histoires de voiture, j'en ai eu pas mal. Ben, je dois reconnaître qu'il m'a supporté. J'ai coûté cher en voiture. Avec Claude François, je me suis battu quand même 3-4 fois. C'était un type, encore une fois, je vous disais, qui était très agréable quand on était en tête-à-tête, mais dès qu'il y avait une tierce personne qui se sentait mal aimé, qui voulait être le mal aimé, qui était le mal aimé, qui n'était pas compris, tout ça, qui avait du mal avec son personnel. Et un jour, je me souviens d'une histoire, on partait faire un gala et il m'avait demandé de faire, il faisait faire ses costumes chez Camps, à Place de la Madeleine, et il m'avait demandé les doublures intérieures de ses pantalons, le gêner pour danser, de les faire raccourcir. Donc on partait au gala, il conduisait toujours avec ses Ray-Ban, moi j'étais assis à l'arrière, il y avait son impresario Lederman à côté, les costumes accrochés sur le côté dans la voiture avec les danseuses, et puis tout en roulant, il me dit « Christian, t'étais chez Camps ?» « Oui, Claude, t'as fait rallonger mes pantalons ?» J'ai dit « Attends, tu m'as pas dit rallonger, tu m'as dit les raccourcir. » Alors là, il se met en hurlant, on devait rouler à 140, toujours excessif, il se met à prendre les côtés, les bas-côtés, alors la voiture dans la poussière et tout ça, on était chahutés dans la voiture. Et puis, il descend en colère, sort les costumes des housses, les regarde, les jette en colère, en hurlant, les jette dans les champs. Et puis j'ai dit, écoute, pour le prix que tu me payes, je t'emmerde, voilà. Et de là, il me laisse sur le bord de la route et il repart avec tout le monde. Moi, entre-temps, j'avais traversé la route et je faisais du stop pour rentrer sur Paris. Et puis, peut-être 10 minutes après, j'ai vu une voiture arrivant comme une bombe et il s'est arrêté à mon niveau en me disant « remonte dans la voiture immédiatement » parce qu'il ne pouvait pas faire un gala sans moi et j'avais besoin de lui. Mais bon, il était assez de mauvaise foi et de toute façon, il avait toujours raison. Il fallait toujours... Mais c'est un type qui était... où j'ai eu des bons côtés. J'étais à l'âge de 17 ans, quand on n'est pas suivi, même 16 ans, on peut mal tourner. J'allais dans les boîtes, il n'hésitait pas à venir me chercher pour m'empêcher de boire, mais en revanche, c'est une personne qui m'a fait souvent pleurer aussi, qui n'a pas hésité à m'humilier devant 8000 personnes, en me faisant saluer devant 8000 personnes, en disant « je vais vous présenter mon taré minable de secrétaire ». Donc j'étais tout ça parce que je devais tenir son fil de micro quand il dansait, il fallait vite quand il revenait vers vous, vite ramener le fil. Et quand il était quand il était en colère, à chaque fois la faute il la reportait sur vous. Donc le truc systématique, en chantant, il prenait son fil de micro, il le tirait un grand coup. Donc après vous n'aviez plus le temps de ramener le fil de micro et exprès marcher dessus. Et là, il créait l'incident. Alors, il avait créé un incident comme ça, et donc j'étais mon minable. Alors, j'étais resté derrière les gros baffles, et puis ça durait, parce que c'était un type têtu, je savais qu'il n'aurait pas cédé, et il a arrêté l'orchestre, j'avais toute la poursuite, j'étais l'éclairage sur moi, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, il faut bien que je sorte. Je suis sorti, j'étais au milieu de la scène, je l'ai serré, je lui ai serré la main, les gens ont cru que c'était un gag, m'ont applaudi, et il m'a dit, regagne ta place, et puis, mais non, moi, il m'a insulté. Ce qu'il m'a fait souvent aussi, ce qu'il me faisait, c'était devant l'hôtel Martinez, Paul Carlton, on ne descendait jamais. Il y avait toutes ces fans, il y avait 300 ou 400 fans derrière des barrières métalliques qui faisaient une émission de télévision, de radio, et il me disait va me chercher mes chaussures, j'ai mal aux pieds. Donc j'allais chercher les chaussures, et puis je lui ai ramené, je lui disais tiens Claude, voilà tes chaussures. Il me disait tu te mets à genoux et tu m'enfiles tes chaussures, tu m'enfiles mes chaussures. Je disais, attends, tu plaisantes. J'avais 16 ans, devant toutes les filles qui hurlaient clo, je vais pas mettre Il me disait, je te paie, et au chausse-pied, j'étais obligé de lui mettre ses chaussures. Moi, il y a eu des choses comme ça, mais il y a eu des bons côtés aussi. L'essence de cinéma Avenue MacMahon, c'était toujours à l'époque, c'était le grand snobisme d'aller voir des films en version originale. Je comprends un peu l'anglais, je parle un petit peu anglais, mais enfin, de là à subir 1h30 de film...
Et alors, là, c'était une cour. Il arrivait avec une cour, avec pas mal de ses soi-disant amis, parce que souvent, il pensait avoir des amis, puis j'entendais, c'était des fauchetons. Et son grand truc, c'était aussi une fois que tout le monde était installé, on rentrait dans le noir pour pas qu'il soit reconnu. Et puis, il faisait le seigneur en disant à ses amis, qu'est-ce que vous voulez boire, qu'est-ce que vous voulez manger. Il y en avait un que j'aime pas du tout, particulièrement, qui est un photographe, qu'il a pensé toujours être son meilleur ami. Et lui, comme le contact passait pas, lui aimait commander des plats. Voilà, donc il demandait des steaks, des choses comme ça. Alors je disais à Claude, attends, je vais pas arriver avec un plateau, je vais déranger tout le monde. Donc plus d'une fois, j'ai fait un mauvais pas et le plateau est tombé. Voilà. Mais néanmoins, il m'a envoyé à chaque fois faire son cirque, voilà, avec chercher des boissons, des choses. Alors évidemment, les gens dans le cinéma, n'appréciaient pas du tout. On fréquentait un club, le seul club où on allait après par la suite. Le propriétaire est un Anglais qui avait un autre club en France, donc était au courant que Claude François était une idole à l'époque. Et dans ce club, il y avait un type qu'on prenait comme un fou. Et le propriétaire de cette boîte me disait, tu vois, lui, le type là-bas, c'est un malade. Tu lui offres un verre de whisky, tu vas voir, il vient et c'est un malade avec sa guitare et tout ça. Et donc, à chaque fois, le soir, j'allais chercher ce type. Je lui disais, viens boire un verre de whisky. Il nous jouait la guitare avec ses dents. C'était Jimi Hendrix. La relation entre Claude François et France Gall, c'était d'abord, Claude avait peur du père de France Gall, puisqu'il y avait quand même une différence d'âge entre France et puis Claude. Souvent, c'est moi qui devais aller la chercher à son domicile en faisant penser au père en laissant supposer que j'étais le petit ami, son petit ami, et Claude l'attendait dans la voiture. C'était, c'était un jour il a appris que France avait une relation avec un autre homme. On revenait de faire une tournée, j'ai téléphoné en France en lui disant, écoute, surtout, quitte l'appartement parce que Claude est dans un état et il est fou, il veut te tuer. À cette époque, on avait été acheté chez un antiquaire des grands bougeoirs d'époque Louis XIII en bronze. Et j'avais insisté d'une station-service, j'avais dit va-t'en vite parce qu'il est fou de rage. Elle ne m'avait pas écouté, elle était restée à l'appartement, Claude lui a acheté les bougeoirs, ça fait un trou dans le mur, elle s'est enfuie. C'était le petit matin, on était en train vers le boulevard Exelmans, il y avait un marché, les gens étaient en train de monter des étals de forains. France courait et entre ces barres de fer, Claude roulait comme un fou avec la Mustang, voulait l'écraser. Elle courait devant la voiture et moi je tirais sur le volant pour qu'il l'évite. Sinon je pense qu'il l'aurait écrasé. Oui. C'était vraiment, il aimait passionnément, il aimait comme un fou. Et puis à la suite de ça, il a pensé la récupérer. J'avais un petit carnet d'adresses où j'avais des tas de filles, des tas de conquêtes, d'amis, tout ça. Et puis il m'a dit, écoute, trouve-moi une jolie fille pour que je me montre chez Castel, pour que France essaie. Et puis dans mon carnet, alors ça c'est une version un petit peu différente, et bien je lui ai dit, il m'a dit, tu te souviens, il y avait une lyonnaise, il y avait une danseuse et tout ça. Alors j'ai retrouvé dans mon carnet, j'ai vu, tiens, Isabelle, et puis j'ai téléphoné à Isabelle en disant, voilà, je suis le secrétaire de Claude François. Claude François vous invite à dîner chez Castel, et à la suite de ça, il y a eu je me souviens plus si c'est avant ou après, il y a eu une séance de photos bidon organisée pour Mademoiselle Ashtendre, où il était en contact, et puis voilà comment il a connu Isabelle. Je pense que si j'avais perdu ce petit carnet, sa destinée aurait été autre. Voilà. La naissance du fils de Claude François m'a procuré beaucoup de mal. À l'époque, j'étais son secrétaire et son photographe. En fait, il m'avait engagé en premier son photographe. Et Claude m'avait demandé de faire les photos de la naissance de son fils, de Claude. Alors évidemment, ces photos étaient secrètes. Je les avais faites à la clinique dans le secret. Et puis, nous sommes partis en tournée.
De là, je pense que la ville, il me semble, ça devait être ou Montpellier ou Montélimar dans ce temps. Nous étions dans la chambre avec Lederman et Claude a pris son téléphone, a appelé le rédacteur en chef de François en lui disant « Voilà, je vous annonce, je suis papa. Mon secrétaire a réalisé des photos. Si vous me donnez la une, je vous donne l'information. » Alors évidemment, le rédacteur a accepté. Et puis, quelque temps après avoir raccroché, Claude s'est ravisé, il s'est aperçu qu'à l'époque, Isabelle était mineure. Mineure à quelques mois et que ses parents n'étaient pas au courant que leur fille attendait un enfant. Donc, il a eu peur de la réaction des parents, a rappelé le rédacteur en chef en disant bon, « Écoutez, ma proposition tient toujours, mais je vous demanderai d'attendre. » Donc, c'est resté dans le secret. Mais à cette époque, un journaliste venait constamment de France Dimanche, venait souvent au Moulin, et puis sentait qu'il y avait quelque chose, parce qu'à l'époque, Isabelle disparaissait, enfin bon, l'enfant était né, mais elle n'était jamais là, et tout ça, donc il se doutait, puis il me disait, il y a quelque chose, il n'y aurait pas d'enfant, enfin il se doutait. Et puis, un jour, j'ai entendu Jean-Marie Perrier, qui était son ami, au bord de la piscine, parlait avec Claude et il lui disait « Je vais présenter ton enfant, non, salut les copains, on va faire une photo au bord de la piscine, une chose comme ça. » Et j'ai senti que j'allais être doublé. Voilà. Donc moi qui avais subi pendant plusieurs années Claude François, d'abord je l'avais subi, d'autre part j'étais quand même fier que ce soit mes photos qui annoncent cet événement. Eh bien, on m'avait proposé à cette époque, ça n'allait plus avec Claude François qui devenait de plus en plus exigeant parce que c'était un type qui était très très dur à vivre. Et j'en ai parlé à des tas d'artistes parce que ce journaliste m'avait dit écoute, maintenant on est au courant, si tu nous vends les photos et si tu nous vends les photos, je te fais rentrer à France Dimanche. Après avoir demandé conseil à des amis chanteurs, ils m'ont dit mais vas-y, n'hésite pas, tu en baves depuis des années et tout. Puis bon, le mal n'était pas le mal, je le prenais de vitesse. J'ai accepté et Claude François a fait courir le bruit que j'avais volé et que j'avais trahi le secret. Donc ça s'est traduit sur plusieurs dans des livres qui sont parus sur Claude François où on voyait à mon nom Maurice Christian, c'est un traître, un voleur. Et je lui en ai voulu parce que j'ai jamais volé ni trahi Claude François. Je l'aimais beaucoup et si j'avais fait le moindre chose incorrecte, j'aurais pas été l'embrasser sur son lit de mort. Bien, ma chanson préférée, c'est Quand un bateau passe. Parce que au début que je l'ai connu, je garde un souvenir de lui extraordinaire. C'était sur la côte basque, je me souviens, ça devait être à Saint-Jean-de-Luz. Et c'était dans un spectacle à l'extérieur. La scène, à l'époque, il y avait le trou du souffleur. Et il chantait. Il avait à l'époque, il avait ses costumes. Son secrétaire était Tiki Olgado à cette époque. Il avait un costume en alpaga, il chantait Quand un bateau passe. Et j'étais dans le trou du souffleur avec France Gall, qui était son grand amour. Et tout en chantant, France lui donnait la chaussure. Voilà, donc c'est une chanson que j'aime beaucoup et je pense à chaque fois à cette image de Claude François. Il y avait une équipe de journalistes qui était venue à l'école, dans mon école, pour suivre la journée de la petite fille du téléphone pleure. Alors on m'avait fait poser devant le tableau noir et après je me suis à la récréation et les enfants sont très durs entre eux. Ça a été un souvenir, c'était « Oh la crâneuse !» Il y a « Oh la crâneuse !» Et ça m'a duré pendant 1 an. Et donc les reportages presse, après, je ne voulais plus en faire. Ma mère me disait « Ah si, viens, on va faire !» Je ne voulais plus du tout.